Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde dont le thème aujourd'hui est redémarrage. Quels enjeux RH pour les dirigeants? C'est un programme assez dense, je pense, mais on va le traiter aujourd'hui de manière très interactive et de manière dynamique. Je suis Christophe Burcard, j'ai le plaisir de diriger IWG en France, IWG, groupe de coworking et d'espaces flexibles qui possède un certain nombre de marques comme Spaces, Regus et quelques autres. Mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. J'ai le plaisir pour cette table ronde d'avoir deux invités qui vont pouvoir intervenir sur ce sujet, sur cet enjeu RH. Premier invité, Stéphane Actis, dirigeant de GR Group, groupe GR, Voilà. deuxième génération, puisque Exact. c'est un groupe familial qui a été lancé il y a à peu près 25 ans et vous pourrez nous dire ce que vous faites plus en détail. Et puis Yacine, première génération, puisque Yacine est un entrepreneur qui a lancé son activité il y a 4-5 ans maintenant. 5 ans, oui. Voilà, 5 ans, et plutôt avec succès, puisque l'entreprise se développe. Et Ouais, vous pourrez également nous dire ce que vous faites de beau. avec plaisir. Alors, quelques informations d'abord logistiques. Vous nous voyez sans masque, mais nous avons pris toutes les précautions qui sont importantes. Précautions en termes de distanciation physique. Tout d'abord, puisqu'on a 1,50 m entre nous, nous avons fait nos tests qui ont moins de 48 heures. Et puis, nous sommes dans un espace totalement isolé. Donc, avec ça, on doit être absolument safe. Sur le thème, eh bien, le thème redémarrage, très, très bon timing, je dirais, puisque nous sommes le 18 mai. À partir du 19 mai, c'est la libération. C'est demain, c'est dans moins de 48 heures, un peu plus de 24 heures, où on va pouvoir avoir un plaisir qui nous semble si simple normalement, mais quasiment qui relève du domaine du rêve en ce moment, c'est d'aller sur une terrasse, manger un steak et boire une bière. Et donc, redémarrage, on espère que la situation est en train de se normaliser. Et le thème d'aujourd'hui, c'est d'abord, on va parler du point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez observé, vous, sur les enjeux RH dans les équipes pendant la crise, mais de manière encore plus importante, comment on se projette sur l'avenir, comment est-ce que, avec cette situation qui, on l'espère, va se normaliser grâce à l'effet du vaccin, comment est-ce qu'on réengage les équipes, comment est-ce qu'on les accueille à nouveau sur des organisations du travail qui ont du sens, avec évidemment les règles sanitaires qui nous permettent de rester très vigilants par rapport aux risques toujours liés à la pandémie et qui existent. Donc, sujet extrêmement large. Donc, comme je vous l'ai dit, quelques mots d'introduction d'abord. Stéphane, si vous voulez bien prendre quelques minutes pour vous présenter et présenter votre groupe. Nos groupes dans l'humain, donc au cœur de la problématique actuelle des RH principalement et de la prestation de services dans l'humain. C'est un groupe familial qui s'occupe de recruter pour beaucoup d'entreprises parisiennes, notamment des cabinets d'avocats, des banques d'affaires, des sociétés de luxe, tous les secteurs des services. Tout type de fonction support, d'une hôtesse d'accueil, qui est la première marque de l'entreprise, à un directeur financier, à un DRH, en passant par une assistante marketing, une assistante administrative, une assistante juridique, etc. Donc, toute la fonction support au sens large. Une première activité. Une deuxième activité dans les hôtesses d'accueil externalisées, donc dans la prestation de services, qui a aussi été très impacté pendant cette période de Covid, qui date maintenant de plus d'un an. Et une troisième activité dans l'événementiel, où on fournit, on propose à nos clients des hôtesses pour faire leurs événements, pour faire leur présentation de résultats, etc. Là aussi, comme vous l'imaginez, secteur de l'événementiel. Donc on revient en mars dernier, arrêt total, on chamboule toutes les cartes, personne n'est prêt, personne ne s'attend à un lockdown complet. Donc pour les entreprises qui s'étaient déjà préparées, facile. Pour les entreprises qui n'étaient pas prêtes, beaucoup plus compliqué de se dire, voilà, on va passer tous chez soi, on va travailler de notre bureau, avec nos conjoints à côté et nos enfants derrière, avec une vie nouvelle et avec une flexibilité totale de la part de l'entreprise à mettre en place et une flexibilité totale de la part des salariés qui ne sont pas habitués. Donc, chamboulement assez fort pour l'ensemble, je dirais, des deux parties, tant entreprise que salariés de l'entreprise et clients, bien entendu, un troisième niveau pour ce qui me touche, en tout cas dans le cadre du recrutement. C'est ça qui sera intéressant en vous écoutant, c'est que vous partagiez votre expérience en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'expert des Tout à ressources fait. humaines, puisque vous êtes au contact tous les jours d'entreprises qui, par exemple, souhaitent recruter. Ce serait intéressant de savoir s'il y a de nouvelles demandes, de nouvelles questions qui Tout sont à fait. aujourd'hui posées soit par les candidats, soit par les employeurs, et qui
correspondent à des nouveaux enjeux dans le domaine des HR. On va maintenant pouvoir parler à Yacine. Yacine, donc entrepreneur avec beaucoup de succès. Yacine, est-ce que vous partagez avec vous quelle est l'entreprise, l'activité de l'entreprise et comment ça se passe? Avec plaisir. Donc, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. Donc, je suis un ancien basketteur depuis tout petit. Et j'ai voulu toujours entreprendre dans le sport. Donc, entre les deux, j'ai fait un bref passage dans un grand groupe. Et j'espérais encore pouvoir allier cette activité physique avec mon activité professionnelle. Et j'ai trouvé justement le constat que j'ai fait dans ce grand groupe, mais aussi dans les entreprises que j'observais à l'époque, c'est qu'il y avait une proposition de valeur sur le sport et le bien-être en général, qui n'était pas très innovante, qui n'était pas très digitale, qui était assez éclatée entre différents services, entre le CSE, quelques initiatives RH, parfois des animations de bâtiments. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment de se lancer à un peu plus de 5 ans maintenant et de proposer, via une entreprise évidemment, un accompagnement des entreprises, quelle que soit leur industrie, quel que soit leur secteur, sur justement ce domaine du bien-être en entreprise, de l'accompagnement des collaborateurs sur des sujets de santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, aussi de créer du lien, de créer de la cohésion entre ces équipes-là. Et notre approche innovante, en tout cas telle qu'on l'a pensé à l'époque, et justement on va en parler pour voir comment on a été challengé par la crise, c'était de dire on doit accompagner le collaborateur où qu'il soit. Donc si le salarié il est au travail, comment on peut lui proposer des solutions? S'il est en dehors du travail, en déplacement, un profil un peu nomade, commercial, comment on peut l'accompagner? Et la crise est arrivée et elle nous a demandé de repenser encore notre modèle, elle nous a challengé dans notre modèle parce qu'un peu comme Stéphane l'a dit, les animations en entreprise, c'était plus trop possible. L'accompagnement en dehors de l'entreprise auprès des enseignes partenaires, les enseignes étaient fermées, donc c'était plus trop possible. Donc comment se réinventer? Ça, c'est quelque chose qu'on a assez de plaisir à raconter en tout cas. C'est intéressant de savoir effectivement comment vous avez organisé vos équipes pour pouvoir continuer ce service auprès de vos clients et également comment est-ce que vous pensez que ces services-là peuvent aider les entreprises à redémarrer, à réengager les équipes, à relancer les équipes. Et c'est par ça que je voudrais commencer. C'est pendant cette crise, un des challenges avec les gens qui travaillaient de chez eux, un peu partout, en tout cas loin de l'entreprise pour un certain nombre d'entre elles, comment est-ce que les équipes sont restées engagées? Je voudrais commencer, vous avez le temps de réfléchir à la réponse. Alors, en tout cas, ce qu'on a vécu, nous, chez IWG, on a une chance extraordinaire, c'est que nous avons un travail, une fonction présentielle. C'est-à-dire que la grande majorité de nos équipes commercialisent et opèrent un service dans des centres d'affaires, des centres de coworking, des centres de travail flexible, et donc le présentiel est indispensable. Donc, même s'il y a eu des vagues d'activité partielle parce que l'activité était un peu restreinte, on a eu la possibilité d'organiser de manière régulière de la présence des équipes sur les sites au contact des clients. Et en fait, je crois que un des moyens de garder les gens engagés, même sur des périodes comme celle-là, c'est l'importance du client, c'est la proximité par rapport au client. Et dans notre domaine de compétences, on n'a pas d'autre choix que d'être là. Et on a eu des interviews avec nos collaborateurs durant toute cette période-là. Et il est ressorti que l'importance du client a été extrêmement forte pour garder le contact, pour garder l'engagement. Et les liens qui se sont tissés entre les équipes et les clients pendant cette période-là ont été des liens extrêmement forts qui perdurent aujourd'hui. Et donc, je crois que dans des périodes comme celle-là, il faut toujours garder l'essentiel, c'est que les entreprises fonctionnent grâce à leurs clients, que les équipes de ces entreprises-là tissent des liens avec ces clients-là qui permettent un engagement très, très fort. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu chez IWG. Yacine, comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Alors, juste avant de commenter là-dessus, je voudrais faire une petite parenthèse parce que pour juste commenter ce que tu viens de dire, nous étant chez Spaces et en grandi chez Spaces, donc Active Corner est une boîte qui s'est développée au sein du groupe IWG. Pendant la crise, ce qu'on a apprécié de la part du groupe IWG et de Spaces, c'est de toujours avoir un point de contact. Et du coup, vous avez fait un effort qui était un effort de tous les instants pour continuer à communiquer, avoir un point de contact dans notre centre. Et ça, c'est ce qui a vraiment fait qu'on s'est dit, quoi qu'il arrive, on va rester là, on va continuer à grandir au sein de Spaces. Donc, j'approuve d'une certaine manière ton discours en disant que c'est ce fil conducteur que tu as su garder, toi et tes équipes, avec les clients, a été perçu en tout cas de notre part en tant que partenaire et client de manière assez forte. Ce n'était pas prémédité. Non. Mais ça vient du cœur et je pense que les gens qui me connaissent savent que c'était pas à travailler, mais c'était important de le dire parce que c'était quelque chose qui a été important pour nous. Nous, d'un point de vue d'équipe, ce qui a été, je pense, ça a été un choc comme pour tous. Personne n'était préparé.
Parfois, certaines personnes disent ici, on avait mis des choses en place. Non, quand le premier confinement est arrivé, c'était un choc pour tout le monde. Et je pense que la première chose, je pense qu'il y a un seul mot qui me vient en tête, c'est la confiance. Est-ce qu'on a réussi à établir assez de confiance avec ses équipes pour que quand le premier confinement soit arrivé et qu'on dise à tout le monde, il n'y a pas le choix, rentrez chez vous, travaillez chez vous. Évidemment, il y a la partie technique pour que les gens puissent travailler, mais est-ce qu'on met assez de confiance dans les gens avec qui on travaille? Est-ce qu'eux ressentent cette confiance? Ils sont assez attachés à l'objectif commun qu'on a pour rester engagés. Et je pense que la confiance est l'élément numéro un. La deuxième chose, c'est la mission. Nous, on a la chance de travailler dans une boîte où notre mission est devenue d'autant plus importante parce qu'on était intimement liés aux impacts qu'avait la crise sur les entreprises. Donc la crise venait et dévastait d'une certaine manière le lien social, l'état physique, etc. Donc je pense qu'on a senti qu'on avait une mission à remplir qui était presque plus importante que lorsqu'on devait la remplir avant la crise. Donc je pense que ces deux choses nous ont beaucoup unis, la confiance, la mission, et je dirais avant tout la communication. On a la chance d'être une petite équipe. Qui dit petit dit plutôt agile. Donc on a pu garder ces liens hyper dynamiques, à communiquer, à parler. On a un réseau un peu comme toi, Stéphane, d'intervenants avec lesquels on travaille, etc. Donc, il fallait garder ce lien non seulement en interne, mais avec les gens qui nous accompagnaient dans notre mission. Et donc, c'est cette agilité, la confiance qu'on a pu mettre en place et la mission qui nous ont vraiment fait tenir mon équipe pendant ces mois-ci. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que vos services étaient plus importants pendant la pandémie presque qu'avant, justement pour les questions de bien-être, de sport. Comment est-ce que vous avez fait pour assurer une continuité de service, c'est-à-dire avec tous les gens chez soi, comment est-ce que vous leur avez permis de faire du sport, de profiter de services de bien-être? Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, réorganisé, devrais-je dire. Pour nous, ça a été très brutal parce qu'on pensait déjà, on avait peut-être une certaine suffisance en se disant qu'en tant qu'acteur du bien-être à l'entreprise, on avait déjà une réflexion de globalité, d'exhaustivité, c'est-à-dire le collaborateur qui soit pas au domicile, mais en déplacement, qui soit à son travail, il bénéficie de solutions. Et la crise est venue, elle nous a mis une énorme claque en disant « mais vous n'avez rien prévu pour les collaborateurs qui allaient être en télétravail ». Et ça n'a pas tardé, au bout du 3e jour de confinement, on avait nos clients. On a la chance d'avoir des clients, des très beaux clients, mais qui nous challengent, mais qui nous demandent et qui nous exigent de nous améliorer, de progresser, pour nous dire « qu'est-ce que vous avez prévu pour accompagner nos collaborateurs en télétravail ». Donc, on avait cette idée de capsule et peut-être que la chance qu'on a eue, ça avait été non seulement de parier sur un format vidéo qui allait ouvrir beaucoup de portes, qui allait permettre aux gens d'avoir une solution chez eux, mais aussi de parier sur le long terme, parce qu'on avait ce pari de dire que la crise pouvait durer ou pas. Mais ce qui était certain, c'est qu'il y avait des nouveaux usages qui allaient se développer, qu'il y avait des gens qui allaient commencer à s'occuper de leur bien-être et de leur santé, de pratiquer une activité plutôt régulière, des primo-pratiquants sur de la vidéo et pas sur de la salle de sport ou du studio. Donc, ce qui nous a fait énormément investir dans une solution adaptée, on va dire, au contexte. Et cette solution nous porte jusqu'à aujourd'hui. Et la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est que nos clients, on estime, sont plutôt très satisfaits de l'usage de ce service vidéo, mais ils sont contents qu'on ait la complémentarité avec d'autres services, parce que le monde de demain, on va en parler, j'imagine, dans un petit moment, c'est un monde hybride, c'est un monde agile, c'est un monde de flexibilité. Et on essaie de s'inscrire, en tout cas, dans cette continuité-là. Et vous pouvez partager quelques chiffres avec nous, c'est-à-dire par exemple, combien est-ce que vous aviez de participants à vos sessions en présentiel avant la crise, et pendant la crise, le temps de vous mettre en œuvre avec des solutions vidéo. Est-ce que ce chiffre était le même? Est-ce qu'il était au-dessus? Est-ce qu'il était en dessous? Alors, c'est très intéressant parce qu'on aurait pensé qu'il y aurait une sorte de courbe, je n'ai pas envie de dire exponentielle, mais nous, on a proposé un service très tôt. Donc, on l'a lancé, je crois, fin mi-avril, donc juste après le premier confinement. Et on avait très peu de réponses. Et du coup, on était très étonnés. On s'est dit, on a l'impression que c'est exactement ce qu'il faut aux entreprises. Très peu d'usages, très peu de réponses. Et on était étonnés. On s'est dit, pourtant, on a l'impression d'avoir fait mouche avec cette solution vidéo. Donc aujourd'hui, c'est 120 cours par mois qui sont proposés. C'est des ateliers, des masterclass. Donc, c'est extrêmement riche en termes de contenu. Et on était surpris que les gens n'y adhèrent pas. En tout cas, en termes de souscripteurs, donc les DRH, les décisionnaires en termes de bien-être en entreprise, on était souscrits du manque de réponse et on s'est rendu compte qu'on était arrivé trop tôt. C'est-à-dire qu'on commençait à proposer un service sur le volet bien-être en entreprise quand des DRH posaient plutôt la question comment je m'organise, comment j'équipe tout le monde, comment les gens vont communiquer, légalement, qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je ne dois pas faire, etc. Donc, on a eu en fait un démarrage qui était extrêmement poussif et on a dû vraiment rester très soudés pour se dire on y croit, on continue. Et on va dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le deuxième confinement a été une explosion pour nous. Et là,
les DRH étaient organisés d'un point de vue, on va dire, purement fonctionnel et technique avec leurs équipes. Et là, ils arrivaient sur ce deuxième volet pour dire, OK, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a du mal-être, et comment on va faire pour proposer une solution Ça veut adéquate. dire que personne n'était prêt finalement. Ce premier C'est ça. confinement, Exactement. tout le monde l'a découvert en quelques jours, Ouais. et notamment toutes les fonctions RH Ouais. qui ont dû être assez, inventer de nouvelles choses, Ouais. organiser le fonctionnement des équipes. Je pense que la partie que tu proposais n'était pas forcément la priorité à ce moment-là, parce qu'il y avait toute la gestion humaine, contractuelle, légale, qui a pris un temps incroyable à toutes les entreprises. Qui ont dû se rapprocher de leurs fournisseurs, et je pense que ça, c'est venu après, où là, on s'est dit, Absolument. voilà, maintenant qu'on sait le faire, on va travailler sur autre chose pour engager les équipes, les garder motivées, etc. Mais ça, c'est effectivement, c'est normal que le deuxième confinement soit plus facile. Et donc, vous disiez 120 cours par mois, ça fait à peu près 6 cours par jour, ça fait donc 6 cours par jour. Ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Et aujourd'hui, juste pour compléter, évidemment, on va passer à d'autres sujets, mais aujourd'hui, on est capable de raconter des histoires qu'on ne pouvait pas raconter par le passé. Avant, on proposait des solutions qui étaient à l'intérieur de l'entreprise. Comme on a un service aujourd'hui qui est mutualisé entre les entreprises, il y a des gens qui ne se seraient jamais connus avant la crise et qui aujourd'hui se connaissent parce qu'ils ont partagé un cours en ligne, un cours de cuisine, un cours de boxe en ligne, et du coup on raconte des histoires où quelqu'un chez L'Oréal a peut-être connu une personne, par exemple chez BNP Paribas ou chez Nexity ou chez des groupes qui utilisent le service. Ces personnes-là, on n'aurait jamais pu créer ce lien avec notre service précédent. Et aujourd'hui, avec ce service vidéo, on va chez les gens, on les accompagne et on crée un lien qui est nouveau et qui est un produit pur de la crise qui nous a frappés. Très intéressant. Stéphane, comment est-ce que vous avez, dans cette période-là, effectivement, où l'activité a fortement baissé, notamment, j'imagine, sur la partie intérimaire et puis événementielle, comment est-ce que vous avez gardé les équipes engagées? Comment est-ce que vous avez géré l'organisation du travail? Il y a eu un énorme travail d'engagement des équipes au travers de la communication, et pas que des équipes, je dirais des équipes et des clients. C'est un peu la trilogie, parce que quand, dans notre métier, on a des intérimaires, il a fallu gérer tous les intérimaires qu'il a fallu mettre en activité partielle avec nos clients. Donc, il y a une trilogie, le client, l'intérimaire et notre consultant. Ça, il y a quand même un travail au début d'administratif important. Donc, garder tout le monde engagé, bien communiquer, parce que les clients nous ont utilisés comme des référents en matière juridique pour bien faire les choses, bien leur communiquer ce qu'il fallait faire, pour pas qu'ils aient de problème derrière. Donc ça, il y a eu un gros travail autour de ça. Grosse communication avec nos équipes, tous les jours, sur où on est, où on va, avec la visibilité que l'on avait, bien entendu, et grosse communication avec nos clients. On a décidé d'être très transparent et d'envoyer tous les mois et demi, une communication officielle de ma part avec l'ensemble des actions menées au sein du groupe GR, mais tant financiers, sur nos résultats, nos baisses de chiffres, ce que l'on a mis en place, tant sur les équipes, ce qu'on avait fait, qui étaient en activité partielle, qui pouvaient continuer, qui étaient le référent, tant sur la vie de l'entreprise, des naissances pendant cette période de confinement. Enfin, on a été d'une transparence extrême avec tous nos clients, ce qui a permis du coup de recréer cette trilogie client, consultant et vie de l'entreprise, et créer des liens, comme le disait Yacine, entre nos consultants et leurs clients. Parce que le sujet n'était pas seulement est-ce que vous allez pouvoir faire ce recrutement, est-ce que vous allez pouvoir gérer notre contrat d'intérim, mais aussi finalement on a vu le petit mot avec vos chiffres, où vous en êtes, courage, et ça a créé je dirais quelque chose de très sympathique entre les équipes et les clients, à un tel niveau qu'on a un de nos clients et d'autres, mais un en particulier qui nous a proposé, qui faisait pour tout son staff, un gros cabinet d'avocats parisien, pour tout son staff des cours online de sport, etc., qui nous a proposé à toutes nos équipes de s'inscrire à ces cours. En disant, écoutez, serrons-nous les coudes, faisons ça ensemble, vous n'êtes pas de nos équipes, mais vous travaillez pour nous et avec nous depuis des années. Venez et participez online à tout ce qu'on a pu mettre en place pour nos équipes. Donc, ça a vraiment créé quelque chose de sympathique. Après, je dirais, ça a été 2 mois d'organisation, de fonctionnement, de communication. Ça nous a fait poser beaucoup de questions après sur la flexibilité. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en place maintenant? C'est bien d'avoir géré les clients, d'avoir géré le contact, d'avoir gardé des liens forts et d'avoir créé des liens forts. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est là où arrive la phase 2. Comment on se redéveloppe, baisse de l'activité de 40%, voire de 80% pendant les 2 premiers mois de confinement, comment on va redémarrer, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va satisfaire nos clients. Et c'est là où venait ton point tout à l'heure, pour faire le lien sur la suite et sur
ce qu'on met en place, nos clients sont devenus, ont changé un petit peu. Alors attention, hein, faut pas non plus prendre cette phase comme un changement fondamental des habitudes dans l'entreprise. Je pense qu'il y a un effet qui a été très fort au début, où on change tout, on est flexible, on fait des zooms tout le temps, on fait plus de voyages. Ça va retomber un peu, mais il y a des choses qui ont profondément changé dans l'attitude des candidats et des clients. Des clients qui ont vu que certaines fonctions n'étaient plus indispensables de la même manière et qui nous disent, écoutez, on va recruter, mais on ne veut pas tout à fait la même personne. Il y a 6 mois, on aurait pris quelqu'un spécialisé dans telle activité. Aujourd'hui, on veut qu'elle soit spécialisée dans 3 activités. Parce que finalement, une seule activité, c'est monotâche, monoproduit. Ça ne nous va plus parce qu'on n'est plus organisé comme ça. Donc, ils nous ont demandé beaucoup plus de flexibilité. Ils nous ont demandé aussi, je dirais, beaucoup plus de points de caractère sur les personnalités des personnes, enfin des candidats. Comment ils ont évolué pendant cette période de confinement, comment ils l'ont vécu, pour intégrer des nouvelles personnes dans leurs équipes qui ne soient pas en burn-out. Parce qu'on a vécu comme quelque chose d'assez unique, avec beaucoup de personnes qui n'ont pas pu sortir de chez elles, qui avaient leurs enfants, qui étaient bloqués et qui n'ont pas forcément très bien vécu cette crise. Alors, moins dans nos équipes, parce qu'on a des équipes assez jeunes, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'enfants, donc plus facile à gérer, mais dans les équipes de nos candidats, plus compliqué. C'est un travail. Et côté candidat, là aussi, des attentes qui ont évolué. Parce que le candidat qui prenait un job parce qu'il avait besoin d'un job a réfléchi un peu différemment et de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que cette entreprise va m'offrir? Comment elle est gérée? Donc, beaucoup plus de points sur pas des points que techniques, mais des points sur du savoir-vivre en entreprise et des valeurs d'entreprise. Et je pense que les valeurs d'entreprise vont avoir un effet important aujourd'hui et dans les années qui vont arriver. Alors, aujourd'hui, on est en plein dans l'euphorie du nombre de jours de télétravail, alors combien j'en offre par semaine, par mois, des heures, etc. Parce que c'est un peu la sortie de crise où tout le monde tâtonne un petit peu. Je pense que ça va se réguler et qu'on ne va pas imposer un certain nombre de jours de télétravail parce que ça fait bien de faire du télétravail, mais plutôt organiser et donner une flexibilité aux salariés un peu plus forte que celle que l'on avait jusqu'à présent. Et il restera des jours importants de présence dans l'entreprise parce qu'il y a des réunions où on doit être présent, parce qu'il y a des échanges informels qui se font par le contact et par l'échange one-to-one ou en groupe qui marche beaucoup mieux dans une situation salle de réunion qu'en Zoom. Et il faut garder ce présentiel. Maintenant, il est important qu'il y ait des jours aussi, des jours d'administratif, des jours un peu plus tranquilles. Et si on parle de notre cas particulier pour nos consultants, d'avoir une journée de temps en temps pour se concentrer chez soi, pour faire de la recherche de candidats, pour faire des interviews au calme et passer une journée dans un petit cocon en dehors de l'activité du bureau au day-to-day, ça va être intéressant. Et ça, je trouve dans tous les secteurs, il y a des métiers qu'on va pouvoir faire un peu au bureau et un petit peu à distance. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer le trait et de se dire, voilà, alors 2 jours par semaine, vous êtes au bureau, vous choisissez, 2 jours par semaine, vous êtes chez vous, et puis il y a un 3e jour, c'est entre chez vous et le bureau. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. En tout cas, ce n'est pas ce que nos clients nous disent aujourd'hui. Ils veulent plutôt que leurs candidats ou leur staff reprennent une activité d'entreprise normale avec une flexibilité qui va se travailler, je ne dirais pas au cas par cas, parce qu'on ne peut pas dire que dans une tour de la Défense où il y a 10 000 personnes, on va faire au cas par cas, un par un. Il faudra donner quelques normes, ça c'est normal, mais en tout cas, ça va travailler plus dans ce sens-là. Et ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hybridation du travail, et nous, on parle beaucoup d'hybridation des espaces de travail également, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une décentralisation de l'organisation du travail, c'est-à-dire que comme vous le disiez, il y a le siège de l'entreprise qui est extrêmement important parce que c'est là où la culture se développe, c'est là où le brainstorming, la formation doit se faire, c'est-à-dire c'est là où le présentiel doit prendre tout son sens. Et je pense que le vrai challenge des entreprises, ce n'est pas de dire c'est 2 ou 3 jours de télétravail, c'est de dire quel agenda est-ce que je construis pour mes équipes lorsqu'elles viennent au sein de l'entreprise pour qu'elles trouvent de la valeur à avoir fait le déplacement et qu'en trouvant cette valeur, elles donnent de la valeur à l'entreprise. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on voit le besoin d'avoir des fonctions qui entourent un petit peu le siège, qui permettent à des équipes de l'entreprise de se réunir sans pour autant avoir besoin de venir au centre. Alors, ça peut être des équipes commerciales
qui couvrent un territoire, par exemple, qui vont avoir besoin de se voir 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine pour une réunion commerciale avec le directeur commercial, préparer les visites, revoir le pipeline, etc. Et donc, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on construit ça et comment on met ça à la disposition des collaborateurs. Et puis après, on a des satellites. Et là, les satellites, c'est ce dont vous parliez, c'est je n'ai pas forcément besoin de travailler avec quelqu'un de l'entreprise, je n'ai pas forcément besoin d'être dans les bureaux de l'entreprise. Par contre, je suis en déplacement et je dois pouvoir facilement trouver un lieu de travail où me poser quand j'en ai besoin. Et c'est ce qu'on appelle, chez UWG, une stratégie hub and spoke, c'est-à-dire c'est la route vélo. Vous avez un pignon central et puis vous avez une espèce d'organisation du travail qui s'étend avec des lieux de travail tout autour qui permettent d'héberger les gens. Et donc, on s'occupe, nous, généralement, de travailler justement sur les satellites en proposant aux entreprises d'utiliser nos centres et d'avoir une utilisation la plus fluide possible de ces réseaux-là. Donc, c'est effectivement, je rejoins l'hybridation et une nouvelle organisation du travail. Ce qui n'est pas une refonte totale de l'activité du travail, hein. C'est juste une flexibilité un peu supplémentaire et une façon de travailler un petit peu différente. Et c'est là où il faut effectivement des solutions comme vous avez, qui sont des solutions intelligentes. Et on le voit aujourd'hui dans nos équipes, dans nos clients, très régulièrement. Certains sont dans leur maison de campagne, certains habitent loin. Et finalement, au lieu de faire 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, se disent tiens, je vais passer une journée complète. Et ce sont souvent des personnes qui, quand elles restent chez elles, sont sur cette journée beaucoup plus efficace parce qu'il n'y a pas ces 3 heures de transport quotidien qui, même si les 3 heures de transport, certains le font très bien, peuvent lire et prendre leur temps et sont tout à fait agréables, on est quand même sur une zone de stress supplémentaire que de rester chez soi et de prendre son temps le matin. Et ça, c'est quelque chose qui va en revanche changer. Et on parlait tout à l'heure des candidats. Oui, alors j'allais vous poser la question. Les candidats, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des demandes plus regardants sur ce genre de sujet? D'accord. Je le dis, nous-mêmes, on embauche, on a embauché pendant la crise un certain nombre de consultants qu'on a permis qui ont intégré nos équipes. On a encore des entretiens en ce moment avec de nouvelles personnes pour les intégrer. La question vient assez vite. Est-ce que vous allez nous proposer du télétravail? Dans quelle quantité? Donc l'organisation du travail est un sujet. Quels sont les avantages de la donc, c'est où se trouve l'entreprise, quelle est la rémunération et quelle est l'organisation du travail. Oui, la rémunération vient peut-être un peu plus loin maintenant. Il y a avant l'organisation du travail, la flexibilité, l'état d'esprit de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, culture de l'entreprise, tous des points qui pouvaient venir en numéro 2, qui aujourd'hui passent clairement en numéro 1. La rémunération reste un point, bien entendu, délicat, mais c'est un point qui va être aujourd'hui équilibré par d'autres choses. Ça l'était moins avant. Combien de temps ça va durer? Attention, il ne faut pas non plus graver dans le marbre un changement profond, comme je le disais tout à l'heure, des candidats et des entreprises. Mais il faudra être plus alerte. Moi, je pense que ça va durer, personnellement. Je pense que ça va durer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne revient pas en arrière et que lorsque l'on a trouvé un modèle flexible qui fonctionne mieux, on ne peut pas demander aux gens de revenir sur la règle des acquis. Voilà, ça devient des acquis. Ça, c'est le premier point. Quand vous organisez un mode de travail qui permet aux gens de travailler quelquefois sur le site, mais aussi en nomadisme, vous avez besoin d'une culture encore plus forte. Et donc, je pense que les questions sur la culture d'entreprise resteront des questions très, très fortes de la part des candidats. Et donc, c'est intéressant que vous témoigniez, que vous voyez, vous, maintenant, ces questions-là comme des questions majeures de la part des candidats. Quelles sont les réponses des employeurs? Est-ce que vous pensez que les employeurs sont à même aujourd'hui de répondre clairement à ces questions? Alors, pas encore, je pense. Et surtout, il n'y a pas encore assez d'historique pour pouvoir répondre clairement, je pense. Donc, il va y avoir un travail qui va se faire et qui va s'affiner, je pense, sur les mois qui arrivent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra s'adapter. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, les métiers ne le permettent pas tous. On parlait tout à l'heure de vos services. Quelqu'un qui s'occupe d'accueillir ou de faire vivre ce bâtiment, le flex office ou l'office à domicile, etc., ça ne peut pas marcher parce que c'est l'essence même de votre activité. De la même manière, chez nous, une personne qui va être une employée chez nous, qui va gérer l'accueil d'un gros cabinet d'avocats, il faut qu'elle soit présente. Elle ne peut pas faire de l'accueil à distance. Ça ne marche pas encore. Il n'y a pas de robot qui va remplacer. Enfin, on n'est pas encore dans cette logique-là. J'espère qu'on ne le sera jamais. Donc ça, c'est des métiers qui seront plus compliqués parce qu'il faudra offrir d'autres choses à ces gens-là qui ne seront pas concernés par cette façon de travailler un petit peu nouvelle. Donc, c'est là où, effectivement, les valeurs de l'entreprise prendront le dessus. Donc, il faudra peut-être que pour une partie des salariés dans ce domaine de prestation de services où il faut être sur les sites en permanence, trouver autre chose. Et ça, en tout cas, il faut commencer à travailler. Vous conseillez clairement aux entreprises
d'avoir un pitch très clair par rapport au candidat, qui est de dire, au-delà des questions traditionnelles, la description du job, l'activité de l'entreprise, vraiment de parler de l'organisation du travail, de la culture dans cette nouvelle organisation, etc. Moi, je voudrais aller vers Yacine. Donc, vous êtes passé d'un mode présentiel à un mode vidéo. Les deux, à mon avis, sont tout à fait complémentaires dans le dispositif. Est-ce que parce que vous parlez beaucoup également, vous aussi, avec les DRH, hein, et comment ces services aident les équipes et l'engagement des équipes et la culture. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous disent les DRH sur ce type de service demain, sur le redémarrage, le fait de réengager les gens, de les réaccueillir au sein de l'entreprise? Je pense qu'il y a un constat qui est plutôt clair au sein de tous nos interlocuteurs actuellement, c'est qu'il y a une envie du salarié, du collaborateur, de revenir. Il ne veut pas revenir sur l'ancien modèle, donc il ne s'attend pas à revenir tous les jours sur des heures 9h-18h ou 9h-17h, etc. Mais par contre, il y a un besoin, d'une certaine manière, d'arrêter de travailler tous les jours chez soi. On connaît tous le cas des parents qui doivent gérer les enfants, le conjoint, la conjointe, etc., tout en essayant de faire un visio, c'est jamais simple. Et mine de rien, le lien social, on ne le remplacera jamais par de la vidéo. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est acquis et accepté par tous. Par contre, la réflexion que les DRH nous partagent en ce moment, c'est vraiment le modèle hybride. Comment on fait pour donner envie aux gens de revenir au bureau, donc qu'ils aient une envie de revenir parler avec leurs collaborateurs, parce que l'autre crainte, l'autre extrême, c'est que les gens systématiquement se disent « Est-ce que vraiment j'ai besoin de venir ? Est-ce que je ne peux pas continuer chez moi? Je suis plutôt flexible, etc. » Donc, je pense que les entreprises ont besoin de trouver cet équilibre dont tu parlais tout à l'heure, Stéphane, qui est de dire on veut travailler de la flexibilité, mais on veut aussi que les gens reviennent. Il y a des sujets immobiliers, il y a des sujets de cohésion et des sujets de culture. Et on en parlait avec la plupart d'entre eux. La culture est très difficile à maintenir sur la durée. Et il y a un vrai sujet depuis 1 an et quelques où certains DRH nous disent on a l'impression que notre culture est en train de fondre, c'est les termes qu'ils utilisent. On a l'impression que les gens ne savent plus quelle est notre mission, quelles sont nos valeurs, etc. Donc, les asséner à base de mails et de visioconférences, au bout d'un moment, on a besoin de voir les gens, d'échanger, de voir du leadership. Le leadership, on en parle parfois, c'est un peu difficile à transmettre via de la vidéo, via des conversations masquées. Donc ça, c'est des vrais sujets. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réflexion sur le bien-être du collaborateur qui n'était pas centrale, ou pas assez centrale peut-être par le passé, et qui est maintenant stratégique. Il y a un sujet de résilience de l'entreprise par le bien-être des collaborateurs. Avant, on proposait des services, mais un peu comme tu disais, Stéphane, dans les critères, ça venait tout à la fin, le salaire, les beaux bureaux, les avantages, etc. Et ça venait un peu plus tard. Aujourd'hui, ces notions-là sont hyper importantes parce qu'ils savent que le burn-out, ça coûte extrêmement cher. Les personnes démotivées, les personnes isolées, les personnes qui ne communiquent plus. Ça crée une vraie désorganisation des équipes. Exactement, ça coûte plus cher à l'entreprise que les services qu'ils mettraient ou qu'elle mettrait en place pour accompagner ses collaborateurs. Donc, la différence qu'on a vue, c'est celle-ci. Il y a une troisième différence des entreprises que je vais évoquer, c'est justement ce modèle hybride de dire, moi, j'ai besoin de solutions pour accompagner mes collaborateurs, qu'ils soient au bureau, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient en déplacement. Avant, il y avait peut-être un déséquilibre entre les avantages qu'on pouvait fournir au siège, où les gens venaient, ils avaient une salle de sport, ils avaient une super cantine, enfin restaurant d'entreprise, et les autres, d'une certaine manière. Et la crise est venue un petit peu aplanir tout ça. Et l'entreprise aujourd'hui se dit, finalement, il y a des solutions qui me permettent d'accompagner tout le monde, parce que les gens qui sont hors du siège, ils sont autant en risque, voire plus, que ceux qui avaient des avantages précédemment. Donc ça a quand même vraiment bouleversé, d'une certaine manière, la réflexion des entreprises sur le bien-être. Et là, elles sont en train d'arriver, je rejoins Stéphane, je pense qu'elles ne sont pas encore toutes totalement prêtes, mais elles commencent à avoir quelques éléments qui leur permettent d'imaginer ce que devrait être le monde du travail de demain. Ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des challenges, c'est de dire on avait un lieu de travail avant, maintenant on a des lieux de travail. C'est ça. Et donc, il faut arriver à traiter tout le monde de la même manière, en apportant le même service partout, que ce soit au sein de l'entreprise, sur des tiers-lieux comme les nôtres, et même au domicile des gens qui travaillent de chez eux. Et c'est ça, c'est ça le sujet. Parmi les services que vous proposez, est-ce qu'il y a des services qui en ce moment, ou à la sortie pour le redémarrage, ont plus la cote que d'autres? Est-ce qu'il y a des tendances? Alors, très souvent, le sport, on va dire, c'est une verticale de l'activité qu'on fait, mais on se rend compte que la plupart des gens ne sont pas forcément hyper sportifs. Donc, il y a des primo-pratiquants, comme on l'avait évoqué. Mais on s'est rendu compte que la clé, c'est vraiment la diversité. Parce qu'en entreprise, on a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont des pathologies, des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui sont stressés, etc. Donc, c'est vraiment le fait de proposer des cours aussi
divers et variés que D'accord. possible, qui fait que les gens y adhèrent. Et ensuite, ce qui marche bien, là, on lance les activités en anglais. Donc, on commence à avoir des clients. Ça, c'est une autre évolution aussi par le passé. Il y avait une réflexion très franco-française du service bien-être. Aujourd'hui, les gens se disent, en fait, je peux très bien pratiquer une activité avec mon collègue à Londres, à Berlin, à New York, parce que la vidéo nous permet aussi de faire ça. Donc, la crise a quand même apporté des pratiques qu'on n'aurait pas soupçonnées. Aujourd'hui, on développe des cours en anglais parce qu'on a des clients qui nous sollicitent sur des équipes internationales. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a 8 pays ou 9 pays dans lesquels les gens font du sport ou font ça en groupe, à partir de plusieurs pays. Font un cours de cuisine ensemble et tout. Donc, c'est des belles histoires qui se racontent grâce à ça. Très intéressant. Je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux questions-réponses? Ouais, c'est juste, on parlait tout à l'heure d'un mot que tu as donné qui est particulièrement important, la flexibilité. Ça, je pense qu'on en a échangé. Ok. L'agilité, on a échangé. Il y a quelque chose qui sera beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas ancré quand même dans les gènes des dirigeants, c'est la confiance. Et télétravail ou travail à distance va exiger, nécessitera en tout cas une confiance assez forte entre les dirigeants et les employés, ou en tout cas les différentes personnes qui travaillent ensemble. Et ça, c'est, je pense, quelque chose sur lequel il va y avoir un travail important pour qu'on ne se dise pas, tiens, parce que c'est un peu l'image qu'on a, il fait du télétravail, donc il va s'occuper de ses enfants. Donc, il va y avoir un vrai travail de comment gagner la confiance du dirigeant pour qu'il laisse, en fin de compte, fonctionner de cette manière-là, ou comment gagner la confiance du collaborateur. Ça, c'est un vrai travail de fond je pense qu'on sous-estime un petit peu aujourd'hui, parce qu'on est tous tout feu, tout flamme, les terrasses s'ouvrent, ça y est, c'est reparti, on va organiser un peu de télétravail par-ci, par-là, ça va bien se passer. Ça, c'est le mot facile, mais il y a des choses plus de fond qu'il faudra travailler et dont il faudra être très, très alerte dans le fonctionnement et dans la prise de conscience autour de cette partie-là. Ce sera par exemple le management par objectif plutôt que le management par temps de présence. L'important, ce n'est pas le temps qu'on met pour faire quelque chose, c'est le fait de le faire. Exactement. Yacine, si on a un petit peu de temps, moi j'aurais une question pour vous, Christophe, parce que vous avez l'occasion d'héberger des entreprises de différentes tailles, différentes industries, différents types d'activités. Quelle est votre lecture sur la manière dont ces entreprises ont vécu la crise? Est-ce que vous arrivez à voir certaines qui ont peut-être mieux supporté ce passage, et pourquoi? Est-ce que la flexibilité comment la flexibilité des espaces a permis justement d'accompagner ça? C'est intéressant comme question. Je crois qu'il y a beaucoup à voir avec la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit sur cette question du redémarrage de quelles sont les discussions que nous avons avec eux et comment en fait nos espaces de travail peuvent aider à mettre en place cette nouvelle organisation du travail beaucoup plus hybride. C'est ça la discussion qu'on a avec eux. Forcément, les grands groupes vont vous dire, moi j'ai besoin d'espaces privatisés au sein de vos centres, que ce soit à Paris ou dans les régions. Recréez-moi des bureaux dans lesquels je vais avoir beaucoup plus de rotation qu'avant. Donc, j'aurai beaucoup plus de badges que de postes de travail. Mais recréez-moi en fait des antennes, des satellites, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, il nous demande une réponse assez immobilière, qui est importante, mais on reste dans le domaine de la flexibilité, de l'agilité. Là où on voit des entreprises de plus petite taille aller plus loin. C'est-à-dire que les entreprises de plus petite taille ont besoin de retrouver une communauté, un écosystème, de retrouver des gens avec qui partager, des entreprises avec qui travailler. Et donc, sur ces entreprises-là, comme la vôtre, on sent que d'abord le retour sur les lieux de travail, sur nos espaces ont été beaucoup plus rapides, quelquefois pas en adéquation avec les restrictions et les recommandations gouvernementales, mais il y avait un tel besoin de sociabiliser à nouveau que c'était très très fort. Et donc ces entreprises-là reviennent en gardant la flexibilité et l'agilité d'un point de vue immobilier, mais aussi en retrouvant le besoin d'échanger, de trouver des entreprises avec qui travailler, etc. Et donc c'est plus en fait une taille d'entreprise qui fait que je vois des différences sur la manière de se réorganiser après cette crise. D'accord. Et puisque c'était une question, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je crois qu'on a Vilidiana qui a reçu les réponses, qui a animé le chat. Vilidiana, est-ce qu'il y a des questions pour nous? Oui, absolument. Nous avons plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Vous pouvez d'ailleurs continuer à en poser d'autres. Une première question, comment pensez-vous que la fonction RH et le rôle du directeur des ressources humaines vont évoluer au sein de l'entreprise et auprès des salariés? Comment envisagez-vous cette évolution? Monsieur, ce sont vous les experts. C'est une question qui est bien large. Que le rôle évolue, oui. Je pense qu'il va y avoir
un effet d'écoute des collaborateurs qui était déjà présent dans beaucoup d'entreprises, mais qui va peut-être être plus fort aujourd'hui. Là encore, il y a un écart important, je pense, entre les grosses entreprises, les entreprises moyennes, les entreprises plutôt en croissance et en fort développement comme la vôtre. Le rôle des managers et le rôle des DRH va évoluer différemment. Certaines entreprises sont déjà très bien organisées et vont ajouter, je dirais, un bloc de fonctionnement à leur façon de faire. Des plus petites, là, ça va être un changement plus profond. Ouais. Donc, comment voir l'évolution ? Je pense qu'on disait tout à l'heure, la confiance va être quelque chose qu'il faudra intégrer dans ce rôle-là. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond entre les DRH et les managers, ou en tout cas les dirigeants d'entreprise, qui devra se mettre en place sur l'échange et que ça soit un peu plus, je dirais, qu'il y ait plus d'échanges sur ce côté-là pour mieux comprendre les attentes du dirigeant, les attentes des managers et en dessous les attentes des collaborateurs. Parce que parfois, la discussion n'est pas si facile entre ces différents niveaux, quelque part, d'équipe. Et il faudra que le DRH soit un petit peu modérateur et plus présent pour faire le lien, faire le tampon entre les différentes populations d'une entreprise. Moins technique et plus impliqué sur la communication et le management. Tout à fait, exactement. Ça, il y a un rôle qui va évoluer dans ce sens-là. Alors, pas dans toutes les entreprises. Certaines y seront peut-être un peu plus sensibles que d'autres. Certaines entreprises dans le mode des services, dans les cabinets d'avocats, les banques d'affaires sont peut-être un peu plus difficiles parce que le mode de gouvernance est différent qu'une entreprise plus traditionnelle, plus corporate. Donc là aussi, il y aura des changements plus profonds. Mais le rôle du DRH sera probablement extrêmement important pour pouvoir faire le vrai tampon entre ces différentes couches et différents types de métiers et de collaborateurs. Yacine, mis à part l'importance des services de bien-être, comment est-ce que vous voyez les DRH évoluer ? Déjà, quelque chose qu'on ne dit pas assez par rapport à la crise, c'est que les DRH sont souvent ceux qui ont été les plus impactés à titre personnel par la crise. Tout le monde s'est retourné vers eux dans l'entreprise pour dire comment on fait. Et du coup, ça a été un choc pour eux parce qu'eux-mêmes n'étaient pas préparés. Et de la même manière, les DRH devaient rassurer la direction pour dire ne vous inquiétez pas, on va gérer les cas, on va essayer de gérer le stress, etc. Donc, ça a été une communauté qui a été terriblement impactée par la crise. Et du coup, quand on est impacté, on a besoin de se réinventer. Je pense que la première chose, il y a un sujet de formation et d'utilisation de nouveaux outils. Aujourd'hui, on a attendu des DRH qui recrutent des gens sans jamais les rencontrer. Ça, c'est quelque chose qui ne se passait pas dans la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, on leur dit, vous devez faire tout votre cycle de recrutement sans jamais avoir rencontré la personne. Donc ça, déjà, c'est toute une nouvelle réflexion. Et ça se passe par revoir ces grilles. Parce qu'il y a toute la partie, on va dire, body language, comme on dit, etc., qu'on n'a plus tellement qu'on le fait par visio, par téléphone. Revoir ses techniques, revoir tout son processus d'onboarding, parce que vous recevez une personne de la même manière que vous ne l'avez jamais rencontrée. Donc, comment lui expliquer ce qu'est la culture et tout. Donc, il y a vraiment tout un travail en amont qui a été fait, qui doit être revu. Donc ça, les DRH l'ont bien compris et le font depuis des mois, mais je crains que ça se poursuive. On parlait des choses qui vont rester. Peut-être que demain, certains dirigeants vont dire à leur DRH, ton temps de recrutement, il est divisé par 2 parce que tu n'as plus besoin de les recevoir, tu n'as plus besoin de faire 5 entretiens, tu n'en fais que 2 par visio, etc. Donc, il y a une adaptation qui est faite à ce niveau-là. Il y a un accompagnement malgré tout sur des sujets qui deviennent cruciaux, qui sont les sujets du stress, du load management. On en parlait encore hier avec une DRH d'un groupe de la place de Paris qui disait aujourd'hui, on a des discussions workload. Donc, vraiment, c'est des discussions que les DRH n'avaient pas avant. C'était géré vraiment au niveau du manager qui devait gérer la pression des équipes. Mais maintenant, ça remonte aux fonctions RH pour s'assurer que, parce que les gens sont en télétravail, comment on s'assure qu'ils travaillent assez, mais pas non plus trop, etc. Donc, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que le rôle du RH, tout ça, qui était dans beaucoup d'entreprises considéré comme une fonction support, avec un rôle important ou moins important selon les types d'entreprise. Plus que jamais, on s'est rendu compte que la fonction RH est une fonction clé, une fonction pivot de l'entreprise. Et j'espère, en tout cas j'ose espérer, que des entreprises qui n'avaient pas pris ça assez au sérieux se rendront compte dans les mois qui arrivent que le rôle du RH n'est pas juste une fonction support pour gérer de l'humain et dire voilà, il y a ça, un peu de formation, on recrute, on gère un peu le conflit social, mais beaucoup plus fort que ça, où c'est une fonction stratégique de l'entreprise, où il y a un rôle de conseil, il y a un rôle d'écoute, il y a un rôle de proposition, il y a un rôle stratégique fort qui n'était pas forcément intégré dans toutes les fonctions RH de toutes les entreprises. Alors, ça ne va pas changer du jour au lendemain, bien entendu, mais si on peut faire prendre conscience à un certain nombre de dirigeants
que la fonction RH est une fonction centrale de l'entreprise. Je pense que ce sera un vrai plus pour ce métier RH, qui est un métier important, mais qui est parfois un petit peu sous-aimé, je pense à dire. Alors, nous, on le voit aussi, c'est-à-dire que nos interlocuteurs traditionnels, ce sont les directeurs immobiliers ou les directeurs des services généraux, mais avec ce télétravail, cette hybridation des modes de travail, vient la question de l'immobilier, parce que pour travailler en mode hybride, il faut bien des lieux de travail. Ouais. Et donc, on sent, nous, les DRH, beaucoup plus impliqués avec les directeurs immobiliers sur quelle est la stratégie immobilière de l'entreprise et comment on crée des réseaux de lieux de travail qui permettent à la nouvelle organisation de travail de se mettre en œuvre dans la réalité des choses. Viliana, peut-être une autre question? Oui, plusieurs questions sur le télétravail. Est-ce que le télétravail n'est pas un vrai test pour la culture d'entreprise? Donc voilà, je vous laisserai commenter et je vais compléter avec deux autres questions qui vont un peu dans le même sens. Par exemple, les grands groupes qui recommandent à leurs salariés de continuer à rester chez eux, est-ce que le télétravail sera le nouveau mode de travail? Avez-vous des exemples d'organisation? Et une autre question sur le télétravail encore, c'est comment faire revenir les collaborateurs qui ont pris goût au télétravail? Donc voilà, d'une part ceux qui ne souhaitent pas revenir, les autres qui souhaitent revenir, et où est l'entreprise au milieu de tout ça? Est-ce une culture d'entreprise? Une question de culture d'entreprise. Sur la culture, je vous laisserai peut-être. Moi, j'ai un avis très clair sur le tout télétravail et est-ce que les entreprises basculent à 100% sur le télétravail. Alors moi, j'ai ma conviction personnelle qui est que non, il ne faut pas, on en a parlé. Mais je vois surtout des illustrations réelles que les entreprises qui ont pris ces décisions sont en train de revenir sur ces décisions-là, justement, de dire 100% du temps en télétravail. Donc, on a quelques exemples, et je ne citerai pas de nom, mais d'entreprises qui nous ont contactés pour nous dire qu'elles allaient résilier les contrats au terme des contrats, puisque maintenant, l'ensemble des personnes allaient pouvoir travailler de chez elles. 100% de ces entreprises sont revenues quelques semaines après sur leur décision et nous ont demandé de reprendre les contrats. C'est évident. J'ai l'exemple également d'une entreprise qui a 100% de ses effectifs, 100% télétravail depuis un an, depuis le premier confinement. Ils ont fait ce choix-là. Et leur contrat est arrivé à échéance il y a 2 mois. Je vous avoue que j'étais relativement inquiet, puisque a priori, s'ils ne sont pas venus pendant un an, quel est l'intérêt de renouveler le contrat? Le contrat a été renouvelé pendant un an de plus. Donc, ça veut dire que même ces entreprises-là qui sont aujourd'hui à 100% télétravail se projettent dans l'avenir avec un retour des équipes sur le lieu de travail et sur la possibilité de remettre les gens ensemble. L'entreprise, je pense, a eu un rôle de protection de ses équipes pendant cette dernière année, enfin un peu plus d'un an aujourd'hui. Pour ne pas avoir de problème, pour ne pas créer, je dirais, de clusters Covid au sein des équipes et au sein des différentes entreprises. Donc, il y avait un rôle, effectivement, où le télétravail ce qui a été demandé par le gouvernement à plusieurs reprises, de le maximiser, malgré certaines sociétés qui ne pouvaient pas le faire totalement. Mais ça a été un travail de fond. Maintenant, le 100% télétravail, je pense qu'on est tous alignés sur le sujet, n'a pas prouvé par le passé, pour les entreprises qui ont fait ce choix-là, un fonctionnement meilleur, voire moins bon. Et puis, il y a certains points clés qui sont les valeurs d'entreprise, qui sont l'échange, le contact humain, qu'on ne peut pas retirer. Aujourd'hui, on ne peut pas tout faire en visio. D'ailleurs, on l'a vu au début de cette crise, tout le monde faisait des visios. Il y a des plateaux comme ici, ce très beau plateau qui naissait tous les jours dans un nouvel endroit, parce qu'une société événementielle se reconvertissait en plateau télé. Très bien, ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Au bout de 2 mois, ça a commencé à chuter. Au bout de 3, ça a commencé à chuter. Aujourd'hui, ça a été divisé par un nombre assez élevé pour travailler dans l'événementiel et voir un petit peu ces lieux-là qui proposaient les plateaux. Aujourd'hui, ils ne le font plus parce que ça a totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les gens se sont dit phénomène de lassitude. C'est possible. On ne peut pas faire que du visio, que de la webcam ou que des réunions comme ça. Donc, le full télétravail, le full distance n'est pas une option qui pourra marcher. Mais on peut comprendre les entreprises aujourd'hui qui mettent encore des réserves sur le retour. La remise, le retour à la normale à 100% au bureau, parce qu'il y a des raisons sanitaires. Puis aussi, il faut le faire par étapes. Quand on a habitué quelqu'un pendant un an, et vous citez quelques exemples de sociétés qui ont fait ça pendant un an, on ne peut pas leur dire, bon, à partir de demain, tout le monde revient. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que là, en termes de messages, en termes de dureté de l'information et de remise, je dirais, dans le droit chemin, entre guillemets, si on peut le considérer comme ça, c'est extrêmement négatif comme message, extrêmement dur à encaisser. Et puis, en termes d'organisation personnelle, il y a ceux qui ont été s'installer un peu plus loin, qui ne prennent plus les transports tous les matins, qui ont géré la garde des enfants différemment. Donc, il y a des points perso, puis des points pro.
qu'il faut aussi considérer et qu'il Pour un faut mettre retour, dans ce forcément, schéma de en fonctionnement. progressif. On parlait d'une DRH justement qui parlait du culture fit, c'est-à-dire, je vais rebondir peut-être sur la question de comment faire revenir les gens au bureau. Ouais. Donc, il y a beaucoup de manières de le faire. Je pense qu'au-delà de la communication, etc., il y a des outils, ça peut être l'événementiel, ça peut être des avantages, ça peut être des prestations, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ça, je pense que ça nécessite aussi de se remettre aussi en question, parce que s'il y avait quand on n'a pas envie de retourner quelque part, c'est que quelque part, il n'y avait pas un fit. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie de revenir au bureau et que je m'attache énormément à être à 100% télétravail, c'est qu'il y avait déjà un problème préalable, je pense, qu'il faudrait peut-être adresser. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le temps de déplacement, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on devrait plutôt s'intéresser à l'alignement entre au pourquoi je vais au bureau et est-ce que pour moi c'est une solution, et si ça ne l'est pas, le problème c'est pas télétravail ou pas télétravail, c'est est-ce que vraiment il y a un souci avec la présence au bureau en tant que soi avant même qu'il y ait ce sujet-là de confinement. Se poser la question. Effectivement. Exactement. Ce qui rejoint le point dont tu parlais tout à l'heure, de la culture d'entreprise, de la façon de fonctionner d'une entreprise. Les personnes qui n'étaient pas très bien, qui étaient juste bien ou pas bien du tout, vont probablement se poser la question. Et il faut quand même s'attendre dans les 6 prochains mois. Alors là, il y a les vacances qui vont arriver, donc il y aura encore une petite pause, etc. Mais on verra à partir de septembre. J'utilise de nouveau le mot, mais un nouveau chamboulement de personnes qui vont vouloir quitter leurs entreprises pour aller ailleurs, de personnes qui vont vouloir avoir des changements un peu plus profonds parce que pas contents de ce qui se passait avant. Il y a eu une période de pause pendant 1 an où on n'était pas forcément en entreprise, donc bon an, mal an, ça marchait. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, finalement, je veux changer. Donc, où je vais? Dans quelle société? Dans quel type d'industrie? Dans quel type de service? Où est-ce que je peux aller? Et on s'attend sur le marché de l'emploi, je pense, à quand même un certain nombre de modifications, de personnes qui vont démissionner, qui vont aller chercher ailleurs, de personnes qui vont peut-être changer de secteur. Et si tout ça peut apporter aussi un peu de flexibilité dans les profils qui vont d'une entreprise à une autre, un profil qui n'est pas 100% adapté, mais qui est juste à 80%, mais il pourrait faire quand même un autre job. Et ça peut ouvrir un peu la vision d'un DRH et la vision d'un dirigeant à accepter des profils qui ne sont pas normés à 100% comme on le souhaite. Moi, je trouve que c'est très bon pour, comme le font certains pays déjà un peu mieux que la France. La France n'est pas forcément le pays le plus moteur pour avoir des profils un petit peu atypiques. Nous, en termes de cabinet de recrutement ou d'intérim, on essaie de positionner des personnes parfois qui ne correspondent pas à 100%. Mais il faut savoir prendre des paris. Et pour la culture d'entreprise et pour l'évolution de l'entreprise, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des personnes différentes. Je vais vous arrêter parce qu'on ne peut pas l'arrêter quand il part. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Oui, une dernière question peut-être. Oh, il y en a d'autres qui arrivent, mais bon, une question sur le développement de carrière. Comment fait-on comment avez-vous fait pendant le confinement, par exemple, pour intégrer de nouveaux collaborateurs ou pour suivre, par exemple, une période d'essai? Si vous pouvez répondre en quelques mots. Il y a 2 autres questions qui sont tombées. Je vais être super court, c'est promis. C'est drôle, cette question est intéressante parce que j'ai été interviewé la semaine dernière par un journaliste sur le sujet de la fin de la période d'essai. Comment la gérer ou comment les personnes l'ont géré ces 12 derniers mois, période d'essai. Et le sujet était assez intéressant. Il y a 2 points. Il y a des choses sur lesquelles on peut juger un candidat facilement, qui est le côté technique. Un bon technicien, c'est facile à gérer. Les chiffres, les résultats, les objectifs, on en parlait tout à l'heure, c'est factuel. En revanche, tous les points autres, culture d'entreprise, intégration, comportement, c'est des points, franchement, c'est impossible à gérer en visio. Parce qu'on ne peut pas voir en visio si la personne se comporte bien, si elle sait bien gérer, si elle a compris les valeurs de l'entreprise. C'est extrêmement délicat à voir. Et ça, c'est des points qui doivent être, même s'il y a des échanges entre un manager et son collaborateur réguliers sur comment il se sent, comment ça fonctionne, il faut un échange humain et il faut un échange, je dirais, 360 avec d'autres collaborateurs, comment ils perçoivent, DN+1, DN-1, ou sinon on revient sur un schéma un peu traditionnel de l'analyse 360. Et ça, le faire en visio, honnêtement, pour ceux qui ont réussi à le faire, chapeau bas. Moi, je pense que c'est extrêmement compliqué. Donc, ça a été compliqué de le faire pendant cette phase. Donc, en tout cas, sur toutes ces parties-là. Donc, vivement qu'on revienne au bureau, au moins pour ces sujets-là, d'où l'importance du présentiel, de l'hybridation et que tout ne peut pas être d'un extrême à l'autre. Je pense que ça revient aussi au point que j'évoquais tout à l'heure sur revoir ses grilles. En fait, on a réfléchi, on a été formaté depuis un certain moment sur comment conduire un recrutement, comment conduire une évaluation, comment conduire peut-être un accompagnement aussi, parce que les transformations dont tu parlais tout à l'heure, Stéphane, de gens qui se sont posés des questions sur leur carrière, sur leurs évolutions, si je fais le lien entre les deux, s'il n'y a pas cette confiance envers l'entreprise, envers le manager, envers le RH, pour lui dire
Si je ne me sens pas bien et que la relation n'est pas là et qu'en plus mon manager ne me voit pas depuis des mois, ça va être un peu difficile pour moi de l'appeler et de lui dire, tu sais quoi, je pensais que ma carrière elle allait là, mais voilà ce que j'ai envie de faire maintenant. La confiance n'est pas là, les outils ne sont pas là, le relationnel n'est pas là. Donc on revient à la confiance, on en revient à la communication. Donc c'est une communication qui est constante et le manager est capable de prendre le pouls de ses équipes et bien connaître ses équipes au quotidien, si ce n'est au quotidien, mais de manière très régulière. Je pense que le collaborateur pourra exprimer ce besoin de changer. Et si le manager en a la capacité, parce que la crise a réduit aussi l'activité d'énormément de boîtes, si ce n'est toutes, la possibilité de lui proposer des alternatives. Parce que parfois, l'alternative n'est juste pas au sein de l'entreprise. Il faut savoir aussi accompagner un collaborateur vers un autre choix de carrière. Parfois, c'est drivé par des sujets géographiques. On a envie d'aller la fonction RH devient une fonction clé dans tout ce schéma d'accompagnement, de fonctionnement et de vie. D'où l'évolution du profil RH. Je vous rejoins parfaitement sur l'importance du DRH pour insuffler ces nouvelles manières de fonctionner. Allez, Viviane, a peut-être une dernière. Oui, deux petites questions et 3 minutes pour répondre. Donc, une première sur les solutions mises en place pour garantir un retour en sécurité au bureau tant que le Covid sera là. Et une deuxième, c'est plutôt une proposition d'un outil qui est le desk booking qui permettrait de voir quels sont les employés physiquement présents. Dame se demande si c'est un bon outil pour motiver les employés à revenir au bureau. Est-ce que vous en pensez? Le desk booking, c'est ce qui permet de s'organiser pour savoir qui sera là quel jour, de ne pas surcharger la présence au jour J. C'est arrivé, il y a certaines boîtes qui ont commencé à proposer en termes de volontariat aux personnes de revenir au bureau. Elles se sont retrouvées avec 90% du staff le jour même. Et alors là, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire que c'est une approche très technique de l'espace de travail. C'est est-ce que j'ai un moyen de m'assurer que j'ai une place pour m'asseoir? Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que je viens faire à l'entreprise, qu'est-ce que je vais voir. Et moi, je crois qu'il y a des applications qui ont compris ça, qui ne sont pas du desk booking que je ne connaissais pas, et qui sont au contraire là pour s'assurer que quand on vient au bureau, il y a les gens avec qui on doit travailler, qui y seront également, qu'une salle est disponible pour pouvoir faire un brainstorming. Et donc, en fait, ce n'est pas des applications de desk booking, à mon avis, qu'il faut avoir. Ce sont des applications qui permettent aux gens d'organiser leur travail et leur présence de manière logique et enrichissante sur le lieu de travail. Et j'en connais quelques-unes. Je pense à Mofi, par exemple, qui est quelqu'un qu'on connaît, qu'on va peut-être tester d'ailleurs sur notre plateforme, et qui fait ce genre de choses qui me paraît beaucoup plus constructive. Tout en gardant, à mon avis, attention à ne pas oublier la fonction, l'essence même d'un manager d'une équipe, qui est de pouvoir organiser le fonctionnement, l'optimiser, de savoir qui doit être là le même jour, qui doit travailler ensemble, qui ne doit pas travailler ensemble, et les besoins nécessaires. Donc, le mixte entre l'outil est important, mais n'oublions pas le côté humain, qu'il ne faut pas non plus mettre de côté, avec le rôle du manager. Si en plus, il veut réintégrer ses équipes correctement, travailler un bon retour dans l'entreprise, le rôle du manager va être clé pour pouvoir mettre les gens ensemble et bien l'organiser. C'est important. Je ne voudrais pas ouvrir la boîte de Pandore parce qu'on est un peu à la fin de la conversation, mais grosso modo, il faut juste se rendre compte que l'outil va être assis d'une certaine manière entre un DRH qui va devoir fixer des jauges humaines, mais qui n'aura pas forcément une sensibilité aux besoins fonctionnels, opérationnels des équipes, et aussi les besoins d'un manager qui, lui, va dire tel jour, j'ai besoin de tant de personnes, etc. Et cet outil-là devrait être assez smart pour pouvoir combiner les deux. Et une deuxième chose, c'est vraiment la communication que tu as mentionné, Stéphane, tout à l'heure, entre le DRH et les managers, justement pour pouvoir établir une sorte de matrice, d'une certaine manière, de fonctionnement dans l'entreprise, de flexibilité par rapport au lieu, et de dire, on a tous ces lieux qui sont disponibles, quels sont vos besoins et comment on peut les articuler autour d'un outil. Donc, si cet outil le fait, c'est très bien. Je pense qu'il y en a quelques-uns sur le marché. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas juste mettre un outil comme ça à la disposition de tout le monde. Je rejoins totalement Stéphane sur l'importance du manager dans l'organisation de ce retour et de ce redémarrage, pour reprendre le thème d'aujourd'hui. Messieurs, je vous souhaite une bonne terrasse demain soir. Je remercie bien évidemment tous ceux qui se sont joints à cette table ronde, qui a dû être intéressante vu la qualité des questions qu'on a reçues. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème qui sera très très spécifique cette fois-ci. On parlera du plateau de Saclay et de tout ce qui se passe là-bas. Et il y a plein de choses très très intéressantes qui concernent l'avenir de la recherche et de l'innovation en France. Et on pourra discuter ça en profondeur. Merci messieurs, bonne fin de journée. Avec plaisir, merci Stéphane.